qui est... parce que vous verrez le film, hein, vous les mettez tous les uns derrière les autres, après vous mettez Obama, Nixon, Kennedy, Merkel, tous, Bush, Thatcher, n'importe quel bord, Gross, Wachstum, Crescita, croissance, mais c'est comme une espèce de, vous voyez, de prière, et quand même, il suffit de mettre clairement les choses sur la table pour bien se rendre compte que ça ne va pas marcher, ça ne peut plus marcher. Et maintenant, il faut construire autre chose. Autre chose, c'est ça, mon film, c'est quoi? La société post-croissance, c'est quoi? Comment elle pourrait être? Eh bien, moi, je peux vous dire que si on avait le courage de se dire, on y va, on revoit notre paradigme, hein. D'ailleurs, il y a une réflexion mondiale actuellement, y compris aux Nations Unies, hein, pour définir un nouveau paradigme de développement, eh bien, il y a plein de gens qui se mobiliseront, parce qu'il y a plein de gens qui comprennent que de toute façon, ça ne marche pas. Il y a plein de gens qui sont sur le bord de la route. Il y a 8 millions de Français qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Ceux-là, ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur propose quelque chose d'autre. Hein. Et puis cette société-là, finalement, comme elle transparaît dans le prochain film, vous verrez, tous ces gens qui ont franchi le pas à un niveau personnel, individuel, localement, eh bien, ils vont beaucoup mieux. Ils recréent du lien avec leurs voisins, ils retrouvent un sens à leur vie. Et évidemment, ça ne passe pas par une croissance des biens matériels, hein, mais finalement, on coopère plus, on partage plus. On sera obligé de le faire de toute façon, donc autant anticiper, on sera obligé de le faire. Parce que... Mais les hommes politiques, eux, pour l'instant, ne proposent pas ça, donc vous pensez que le changement viendra des gens, viendra d'en bas? Alors je pense que c'est une question que j'ai posée évidemment à tous ceux que j'ai rencontrés, aussi bien sur le terrain qu'aux experts qui ont écrit tous des livres sur la fin de la croissance, parce qu'il y a une foison, c'est intéressant de voir ça d'ailleurs, de livres, de sociologues, d'économistes, qui montrent que cette réflexion elle est largement entamée, y compris aux Nations Unies encore une fois. Hein. Je pense que le changement systémique dont on a besoin, c'est le système qui bascule. Alors je préférais qu'on le négocie plutôt qu'il bascule tout seul et que tout se casse la figure, et là, et qu'on le négocie ensemble, n'est-ce pas? Eh bien, reposera à la fois sur toutes ces initiatives qui sont mises en place partout dans le monde, qui vise donc ces 3 grands domaines, la relocalisation des 3 choses dont tout le monde a besoin pour vivre, qui sont l'alimentation, l'énergie et l'argent. Donc, on a le savoir-faire parce que, vous verrez, ces expériences très abouties, qui ont déjà plusieurs années d'âge, etc., montrent que ça marche. Moi, je suis allé en Bavière, il y a une monnaie locale qui existe depuis 10 ans. La Bavière, c'est la Californie de l'Europe, hein, vous voyez, c'est tout sur des baba cool. Je peux vous dire que les chefs d'entreprise, ils expliquent pourquoi la monnaie locale, elle est extrêmement importante. Hein. Les chefs d'entreprise bavarois, là, vous voyez, dans le genre conservateur, on fait quand même pas beaucoup mieux. Hein. À l'inverse, je suis allé au Brésil, où une monnaie locale a totalement transformé en bidonville, en permettant la création d'emplois, etc. Donc, vous voyez, mais ces gens-là se retrouvent tous pour dire l'argent, il faut qu'on s'en réempare et qu'on lui redonne sa vraie valeur. Et ça permettra de développer de la résilience et la capacité d'encaisser les chocs. C'est ça la résilience. Hein. D'ailleurs, ce film est aussi beaucoup sur la résilience, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se prépare à encaisser les chocs, hein, mais dans la bonne humeur et le bonheur, parce que c'est ça. Voilà. Donc c'est pas, il faut trouver des hommes politiques qui ont le courage de dire la vérité aux gens, c'est-à-dire on peut pas continuer comme ça, parce que la terre n'en peut plus, parce qu'il y a trop de gens qui ne profitent pas du tout de tout ça, hein, parce que je rappelle quand même que encore une fois, si tout le monde vivait comme nous, il faudrait 4 planètes, et on n'a pas 4 planètes. Et puis si la population augmente et qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent atteindre notre niveau de vie, entre guillemets, il en faudra 5, il en faudra 6 planètes, on ne l'aura pas, donc voilà. Donc il faut avoir le courage de dire la vérité aux gens, et puis ensuite de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on construit la société post-croissance qui permettra de vivre dans des conditions dignes, mais aussi d'assurer aux futures générations la possibilité de vivre dans des conditions dignes, parce que l'enjeu c'est quand même ça, c'est de savoir est-ce que nous allons survivre à plus ou moins long terme à ces chocs qui nous attendent. Le premier d'entre eux étant évidemment le réchauffement climatique, dont j'ai réalisé véritablement, moi personnellement, qui je suis pourtant assez informée, mais j'ai passé 1 an à travailler sur cette question à fond, en lisant tous les rapports, en voyant les experts, j'ai vraiment compris que c'est gravissime ce qui se prépare, gravissime. Vous avez vu le dernier rapport du GIEC, il y a 15 jours. Si on ne fait rien, si on fait business as usual, hein, continue sur la même voie, 4,8 degrés d'augmentation de la température, mais c'est inouï. Hein. Ça veut dire plus d'1 mètre d'élévation du niveau de la mer, ça veut dire des millions de réfugiés climatiques, ça veut dire que la production alimentaire va être totalement perturbée.
Et ça veut dire qu'il y aura beaucoup de souffrance, il y aura beaucoup de... Donc, il faut vraiment... Moi, je suis complètement sidérée de voir que quand le GIEC sort un rapport comme celui-ci, où là, vraiment, il tire la sonnette d'alarme, on ne fasse pas ce qu'on a fait le 11 septembre. Enfin, le 11 septembre. Moi, je me souviens, j'étais en montage avec toi, François, n'est-ce pas ? On était en montage d'un film et d'un seul coup, tout s'est arrêté partout, en boucle. On n'a parlé que de ça, le 11 septembre, le 11 septembre. Pendant des journées entières, tout le monde a... Les plateaux de télé, les experts qui défilaient, etc. Toujours les mêmes images. Mais c'est ça qu'on aurait dû faire avec le dernier rapport de GIEC, c'est-à-dire, attention, c'est-à-dire là c'est trop grave, là c'est vraiment trop grave. Nous menaçons l'avenir de la planète. La planète, elle continuera, de nous, les humains. Mais non, il ne s'est rien passé, c'était traité vraiment comme une petite info dans la plupart des médias. Les hommes politiques, ils n'ont carrément pas une déclaration d'aucun homme politique de haut niveau en disant c'est très grave là, ce qui est en train de... Enfin, ce rapport est vraiment très grave. Le déni. Donc voilà, on a besoin de... Je pense qu'on a besoin de nouveaux hommes politiques et femmes politiques. On a besoin de nouveaux leaders, on a besoin de leaders éclairés. Et pour l'instant, la classe politique telle qu'elle est, je la vois très verrouillée, très empêtrée dans cette conception du développement qui a fait les 30 Glorieuses, mais sauf que les 30 Glorieuses, c'est quand je suis née, en 1960, ça y est, on n'est plus dans cette période-là, on n'est plus dans la période de reconstruction, d'après-guerre, etc. Donc, il faut vraiment changer de logiciel, et je pense qu'on a besoin de nouvelles classes politiques qui soient des jeunes, qui aient déjà intégré tout ça, et qui ne soient pas dans cette conception totalement dépassée, parce que je ne sais pas quel mot utiliser, vous voyez. Le système politique, il a changé aussi, parce qu'on a besoin de nouveaux leaders, mais peut-être que si on en arrive là, c'est parce que le système politique n'est pas forcément très bien ficelé. Mais la question, c'est maintenant comment est-ce qu'on se mobilise, parce que moi j'ai fait les Indigné, Occupy et tout, et ça marche pas du tout, parce que ça demande d'être structuré, et dès qu'on cherche quelque chose de structuré, on nous renvoie les partis politiques. Non, bah oui, alors c'est vrai que, pour en revenir à la question précédente, c'est une question moi aussi que j'ai posée à tous ceux que j'ai rencontrés partout dans le monde, j'ai vraiment fait un tour du monde. Le changement n'aura lieu que s'il y a suffisamment d'initiatives partout sur le terrain déjà en place, qui montrent qu'une autre voie est possible. Mais pour que ça soit un changement systémique, il faut que les gouvernements soutiennent. Alors, soutiennent, ça veut dire soutenir. Ce changement systémique n'aura lieu que s'il y a suffisamment d'initiatives de terrain qui sont là en place et qui sont déjà un petit peu les outils, vous voyez, parce qu'on aura le savoir-faire et qui permettront de généraliser ça de manière très rapide quand on aura réellement pris conscience que c'est urgent de le faire. Mais ça ne se fera que s'il y a une volonté politique d'accompagner ça très rapidement. Et donc, souvent, l'exemple qu'on m'a donné, alors je pense qu'il y a des gens qui disent « Ah, mon Dieu, c'est terrible », c'est que il faut bien qu'on comprenne qu'on est dans une situation de guerre. De guerre, et l'ennemi, c'est quoi? C'est notamment le changement climatique dont je viens de parler. C'est-à-dire, c'est un vrai ennemi, c'est-à-dire il faut qu'on combatte globalement cet ennemi commun que nous avons créé nous-mêmes. Maintenant, il faut qu'on prenne des décisions pour changer de cap. Donc, l'exemple qu'on m'a souvent donné, c'est de mettre en place une économie de guerre, comme on a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très intéressant parce qu'on voit comment, quand un pouvoir politique prend conscience qu'il y a un danger, qu'un ennemi aux portes, là en l'occurrence c'est le climat, c'est ce qu'on a, eh bien, il peut mobiliser toute sa force très rapidement, en un an. On a vu en Angleterre et aux États-Unis relocaliser la production alimentaire. C'était l'histoire des Victory Gardens, et c'est marrant parce que c'est ce qui se passe partout dans le monde. Vous verrez dans le prochain film pourquoi les gens ils plaquent tout pour faire des aliments en ville. C'est pas uniquement parce que c'est une espèce d'hippie nouvelle version. Je dis, en plus dans le cas canadien, c'est tous au DIP. C'est parce qu'ils ont compris qu'il fallait se préparer à ce qui nous attend, aux chocs pétroliers, gaziers, climatiques, etc. Et puis que ce modèle, en plus, basé sur l'accumulation de toujours plus, c'était pas du tout satisfaisant d'un point de vue personnel, et ça on le sait tous, qu'il fallait aller vers toujours mieux. Voilà, c'est ça le nouveau paradigme. Donc, mais n'empêche que c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a pendant la Seconde Guerre mondiale
1000 paquets, et on peut très bien le faire très vite. Ça, c'est la bonne nouvelle quand même. Si on arrive à convaincre les politiques qu'il faut faire très vite, on peut le faire. Parce qu'on a un exemple qui est donc cette économie de guerre qui s'est mise en place. Hein. C'est accompagné de rationnement, mais le rationnement, vous pouvez voir ça d'une manière positive. C'est ce qui se met déjà en place quand on fait du covoiturage. Hein. C'est partager les voitures. Il est bien évident qu'on ne pourra pas continuer à avoir une voiture ou 2 ou 3 par foyer et que ce soit un objectif dans la vie du pays de se dire consommer des voitures parce que sinon, non, on ne peut pas continuer. Et puis si chaque habitant de la planète a 1 ou 2 voitures, vous imaginez, mais c'est absolument impossible. Donc on est arrivé aux limites du système. Partager finalement, c'est plutôt sympa hein, quand on y réfléchit bien. Il ne faut pas voir ça d'un point de vue négatif, pas se dire on va se serrer la ceinture, ça va être terrible. Non, on redonne de la valeur à toutes ces notions qui sont perdues finalement de coopération, de partage, d'échange. Et ça veut dire aussi que c'est une société où le travail est aussi est très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. On travaillera moins dans cette société-là, moins en tout cas en termes de travail salarié. On ira on travaillera moins à l'extérieur. 20 heures, c'est ce que disaient les experts qui travaillent là-dessus. L'idéal, c'est qu'on travaille 20 heures. Et après, les 20 heures qui restent, eh bien, c'est du temps pour planter ses tomates et ses salades, si on a envie, pour réparer ses vélos, parce que, évidemment, le vélo, c'est un moyen de transport d'avenir. Ou échanger avec ses voisins, ou faire partie d'une banque de temps. Il y a des histoires absolument formidables. Au Japon, par exemple, ils ont développé depuis une quinzaine d'années maintenant une banque de temps où, par exemple, vous avez des personnes, c'est à destination des personnes âgées. Parce qu'on dit toujours, mais comment on va faire? Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. Voilà, et puis... Alors, voilà, vous habitez dans un quartier, vous avez une personne âgée qui a besoin qu'on aille lui faire ses courses, par exemple. Donc, la voisine, elle y va, et elle gagne des coupons, et l'unité, c'est le temps. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors, elle peut soit les mettre sur un compte temps. Alors, ce qui est bien avec un compte temps, c'est qu'1 heure aujourd'hui, c'est aussi 1 heure dans 20 ans. Il n'y a pas d'inflation, et puis il n'y a pas de spéculation là-dessus, d'accord? Donc, soit les garde, elle se dit, moi, quand je serai vieille, dans 20 ans, j'utiliserai mon capital temps que j'ai gagné en rendant service à ma voisine, d'accord? Ou alors, elle dit, ah ben tiens, je vais l'envoyer à mon vieux père qui est à l'autre bout du Japon, il va lui utiliser ses coupons de temps. C'est génial, des banques de temps. Partout dans le monde, il y en a qui créent ça. Partout, ça c'est fantastique. C'est la réponse à plein de questions. Comment on va prendre en charge les personnes âgées? Il faut sortir de la boîte. Il y a un expert d'ailleurs qui dit ça. On est dans une boîte, regardons à l'extérieur de la boîte. La solution, elle est à l'extérieur de la boîte. Et quand on fait ça, eh ben, on trouve ça très sympa. On trouve ça finalement très motivant. Alors évidemment qu'il y aura des résistances, hein, parce que j'en finirai avec ça. Tout le monde me dit, moi-même, et je posais la question là, qui a intérêt à maintenir le système? C'est ceux que je connais très bien, hein. Les grandes multinationales, qui sont dans la courte vue, parce que la croissance telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne profite qu'à une extrême minorité qui est de plus en plus petite, n'est-ce pas? Et donc il y a un groupe d'intérêts privés qui est très puissant, parce que c'est vrai qu'on voit qu'ils ont des moyens importants, qui a intérêt à ce que le statu quo soit maintenu. À nous maintenant de convaincre suffisamment les politiques et les citoyens que on peut y arriver, malgré ces intérêts privés importants.